Bienvenue à tous dans ce webinaire dédié au management de l'innovation et en particulier au référentiel ISO 56000. Je suis Philippe Perrichon à la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère. J'ai en charge l'accompagnement à la journée de l'innovation et globalement au sujet d'innovation sur le territoire du Nord-Isère et de l'Isère. On a souhaité créer ce webinaire avec le groupe AFNOR et puis Advance pour vous permettre à tout un chacun d'essayer de mieux appréhender ce qu'est ce référentiel ISO 56000 et puis de réfléchir ensemble comment on peut l'utiliser, à quoi il peut servir dans nos organisations, quelles sont potentiellement les vertus qu'il peut apporter. Et puis, on essaiera également de se projeter, si certains d'entre vous souhaitent éventuellement aller plus loin, de réfléchir ensemble comment on peut vous aider à avancer. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenants, juste un petit brief sur les activités des CCI. Antoine, si tu veux bien changer le slide, merci. Voilà, vous trouvez les différentes thématiques sur lesquelles est positionné le réseau des CCI, en particulier pour l'industrie. Donc, on retrouve toutes les grandes thématiques qui font la vie de l'entreprise, notamment également le sujet compétitivité dans lequel se trouvent les actions en matière d'innovation. Sur l'innovation, on est un certain nombre à réfléchir effectivement sur comment faire mieux de l'innovation, structurer cette activité dans les entreprises, et évidemment que l'ISO 56000 se place dans ce cadre-là. Et puis, parmi les activités, on organise avec la CCI Nord-Isère et l'ensemble des partenaires des réseaux d'innovation la journée de l'innovation qui va se dérouler le mardi 1er juillet. Mais je vous en parlerai plutôt en fin de séance. Et pour le moment, je vous propose d'accueillir Christophe Richard du groupe AFNOR qui travaille notamment sur la promotion de l'ISO 56000 et puis également Antoine Dumont du cabinet Advance qui est spécialisé sur le management de l'innovation et qui fait partie de la commission de normalisation sur l'ISO 56000 et qui animera ce webinaire. Avant de lui donner la parole, je laisse la parole à Christophe Richard de l'AFNOR. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Christophe Richard, je travaille au groupe AFNOR et plus précisément à la délégation régionale de Lyon. Alors le groupe AFNOR en 3-4 mots, c'est assez rapide, c'est l'organisme de normalisation de la France. Donc on travaille au niveau normalisation au niveau français, européen et international pour proposer du coup des nouvelles normes ou des mises à jour des normes. Et donc on travaille entre autres sur les sujets de l'innovation. On est aussi un organisme qui permet de s'informer sur pas mal de sujets différents. Alors bien évidemment les normes, mais pas que, la réglementation, et puis on a aussi pas mal d'ouvrages. Pour information, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les ouvrages AFNOR et les normes sont consultables gratuitement dans les locaux de l'AFNOR. Alors à Lyon, on est à côté du métro Garibaldi. C'est assez pratique d'accès, c'est pas très loin de la gare Pardieu aussi pour ceux qui ne sont pas lyonnais. Et sinon, ça peut être aussi dans d'autres villes françaises où il y a des délégations AFNOR. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis, on est surtout connu aussi pour deux métiers différents. La partie formation, donc on a un organisme de formation, on fait plus de 400 formations différentes. Donc, il y a pas mal de sujets autour des normes, mais pas que. Et on a aussi tout un pan sur la partie certification, donc certification des systèmes de management, qualité, environnement et autres, mais aussi certification de produits et de compétences pour certifier les compétences de certaines personnes, comme des auditeurs, comme des techniciens spécialisés ou d'autres en fonction des besoins. Moi, je travaille, du coup, je disais, au niveau de la délégation régionale de Lyon. Antoine, si tu peux passer. Donc, la délégation régionale, l'objectif, c'est évidemment d'être au plus proche de nos clients, de nos partenaires, et de tisser des liens comme ça avec notre réseau, avec le réseau économique de la région, et notamment les CCI, comme aujourd'hui, pour organiser différents sujets, pour parler d'actualité, pour parler des nouveautés, et aujourd'hui, donc, parler d'innovation. Et ce sera la même chose, du coup, le 1er juillet, puisqu'on participera aussi à la journée de l'inno, organisée par la CCI au Médian à Saint-Quentin-Fallavier. Voilà, on peut passer. Et donc, on va vous parler plus spécifiquement aujourd'hui de voir un petit peu pourquoi est-ce que sur l'innovation, on a voulu aller dans la normalisation. Hein, ça n'est pas forcément évident.
Philippe l'a déjà dit, donc l'ISO 56001, donc la norme sur l'innovation, la norme sur le système de management de l'innovation, c'est quoi, à quoi ça correspond? Puis on verra un petit peu comment aller un petit peu plus loin que cette heure des webinaires qui sera évidemment une introduction à deux choses, tout ce qu'on va vous présenter et bien évidemment une introduction à la journée de l'INNO du 1er juillet. Merci Christophe. Donc, pour me présenter moi très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, Antoine Dumont, je fais de l'accompagnement du conseil, de la formation sur tout ce qui est projet d'innovation et organisation des entreprises en vue de développer leur capacité d'innovation. Et c'est plus dans cette deuxième partie qu'on est intéressé aujourd'hui. Et donc, je fais partie de la commission de normalisation de l'innovation au sein de l'AFNOR, la CNInov, dont il y a quelques membres que je salue aujourd'hui dans ce webinaire. Et puis, je fais partie aussi via cette CNInov et on s'arrêtera là pour les termes, les acronymes techniques du TC 279, qui est le comité international, donc hosté par l'ISO, et qui a pour objectif de développer et faire la promotion des normes de la série ISO 56000. Alors, pourquoi des normes sur le management de l'innovation? Ça peut paraître assez antinomique. Innovation et normalisation, c'est potentiellement deux mondes qui peuvent apparaître comme déconnectés l'un de l'autre. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit détour par la biologie pour voir un petit peu comment réunir les deux. Si on devait personnifier, modéliser l'innovation en biologie, on pourrait potentiellement prendre un lapin ou un lièvre. Pourquoi? Le côté écoute client, le côté ouverture, le côté attention à l'environnement. Une approche rapide, l'objectif c'est d'aller très vite. Un corps fin pour être agile. Alors agilité, on a la gestion de projet agile, mais plus largement, donc cette approche agilité. Ça, c'est vraiment des caractéristiques de l'innovation. Des mouvements rapides pour éviter les obstacles et une capacité de reproduction rapide pour créer régulièrement de la valeur. Mais le problème avec cet animal, c'est qu'il y a une durée de vie très courte et une fragilité importante. Si on fait un détour par la biologie pour la normalisation, alors on reste dans des caricatures, mais qui peuvent être intéressantes. On pourrait penser à une tortue. Une tortue, pourquoi? Une tortue pour le côté carapace solide et forte résilience pour faire face à toutes les incertitudes. Une vue, alors on ne le sait pas, mais les tortues ont une vue exceptionnelle, une très bonne vue pour se repérer dans un environnement complexe. Une vitesse lente mais déterminée. Et une très bonne mémoire pour retrouver son chemin. Et puis également une durée de vie très longue. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut se dire, tiens, faisons preuve un peu de créativité, et puis faisons appel à une publicité relativement ancienne. Merci Volkswagen. Fast and safe. Alors, l'intérêt ici, c'est de se dire, on garde cette approche, écoute client, aller vite, agilité, éviter les obstacles et créer régulièrement de la valeur. Faire face à toutes les incertitudes, se repérer en environnement complexe, être déterminé, trouver le meilleur chemin. L'idée, c'est de pouvoir profiter des deux. L'idée, c'est aussi de se reproduire vite, mais de vivre longtemps. Et donc d'avoir une capacité d'innovation qui soit pérenne et durable. L'intérêt aussi, c'est le côté vecteur de professionnalisation. L'intérêt de mettre en place des normes, c'est le côté vecteur de professionnalisation. Si aujourd'hui je vous dis qu'est-ce qu'un chef de projet, qu'est-ce qu'un directeur de programme, c'est des fonctions qui sont établies. Les métiers et les activités sont assez clairs aujourd'hui. Et ça, c'est lié potentiellement donc à cette approche management de projet qui a pris un essor au sortir de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il fallait reconstruire les pays, tant sur la partie immobilière que économique. Le management de la qualité, de la même façon. Aujourd'hui, si je vous dis un directeur de la qualité, eh ben, on connaît ses activités, on sait ce qu'il fait et on sait à quoi il sert et on sait
l'avantage qu'une entreprise peut avoir à mettre en place un management de la qualité. Et ça, c'est une professionnalisation qui a eu lieu il y a quelques décennies maintenant. Pour le management de l'innovation, si je vous pose la question aujourd'hui, un directeur de l'innovation, c'est qui dans l'entreprise? Alors, vous allez me répondre potentiellement le directeur marketing, parce que c'est lui qui peut anticiper les besoins clients. D'autres personnes vont me dire c'est le directeur de recherche et développement, forcément, parce qu'il y a une partie techno, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, le management de l'innovation et la professionnalisation du management de l'innovation n'est pas encore abouti. Et on n'a pas encore atteint cette maturité de se dire un directeur de l'innovation, ses activités, c'est ça, et c'est partagé. Et c'est aussi un des objectifs de la normalisation autour des systèmes de management de l'innovation. Si on reprend un petit peu d'historique autour de l'innovation, il y a eu plusieurs époques, il y a eu plusieurs modes. On se souvient, avant 2000, il y avait une confusion assez importante entre innovation et R&D. L'innovation, c'était la R&D. L'objectif, c'était de faire de la recherche et développement, potentiellement de déposer des brevets, et ça, c'était de l'innovation. Ça, pour nous, pour notre ressenti aujourd'hui, c'est une approche processus. Ensuite, dans les années 2000-2010, il y a eu une confusion entre innovation et sérendipité. Donc, on a fait des petits déjeuners, il fallait rencontrer, il fallait sortir, il fallait observer son contexte, son écosystème. Et ça, c'est plutôt un élément d'état d'esprit. Ensuite, dans les années 2010-2015, start-up à fond. Les start-up sont là pour innover et elles sont seules à pouvoir innover. Ce qui n'est pas forcément une approche intéressante. Toutes les entreprises peuvent innover. Ces start-up, c'est un acteur. 2015-2020, il y a eu une confusion entre lab et innovation, c'est-à-dire que pour innover, il fallait ouvrir un lab dans l'entreprise ou il fallait adhérer à un lab, et c'était la façon d'innover. Mais ça, c'est potentiellement plus une approche de structure organisationnelle. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il y a une confusion qui peut être faite entre innovation et digitalisation. Là, l'innovation passe dans l'état d'esprit actuel, principalement par une approche digitale. La digitalisation, c'est un domaine d'opportunité potentiellement. Notre approche, nous, au niveau de la commission de normalisation, c'est que il n'y a rien de faux dans tout ça. Il n'y a rien d'erroné, mais par contre, il n'y a rien d'exclusif. Donc, il y a plutôt une approche qui doit être considérée comme une approche système et qui doit couvrir potentiellement tous ces domaines. Et puis, on a une case supplémentaire, et ça, c'est une question pour vous et une question qui peut se poser. Moi, j'ai une idée là-dessus. Quel va être le prochain domaine de confusion? Une de mes approches, un de mes ressentis, alors là, c'est à titre personnel, c'est qu'aujourd'hui, on a une approche où on dit principalement IA égale innovation. Et si aujourd'hui, on ne passe pas par l'IA, on ne fait pas d'innovation. C'est potentiellement, comme pour la digitalisation, un domaine d'opportunité qui est immense, qui est à prendre en compte, mais qui n'est pas forcément exclusif. Pardon. Alors, les processus de normalisation. Christophe, est-ce que tu veux reprendre la main? Christophe, on n'entend pas. Pardon, ça s'était désactivé automatiquement. Pas de souci. Merci. Donc effectivement, le processus de normalisation, alors il est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans le détail. Sachez qu'effectivement, au niveau international, donc on a un groupe de travail, donc le TC 279, qui regroupe l'ensemble des sujets autour de l'innovation, et on a pas mal de groupes de travail portés par différents pays. Donc vous voyez quelques exemples de pays qui participent à la normalisation sur le sujet de l'innovation. Et on vous a mis quelques exemples de documents normatifs qui sont en cours de travail, en cours de remise à jour ou déjà sortis par ces différents groupes de travail. Donc vous voyez qu'il y a donc l'ISO 56001 en bas à gauche, donc qui est système de management de l'innovation et qui est une norme certifiable. C'est-à-dire que c'est une norme d'exigence qui détermine un niveau minimum requis pour pouvoir être validé par un organisme de certification qui reconnaît votre organisation en tant qu'entreprise innovante, qui a une organisation qui permet l'innovation, pardon.
Il y a aussi une norme qui est assez importante, qui était sortie d'ailleurs avant, qui est l'ISO 56002, qui est aussi sur les systèmes de management de l'innovation, mais qui est plutôt sur la base de recommandations. Donc, quelque part, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a plus d'éléments que dans la 56001, mais on est plutôt sur des systèmes guidelines, donc vraiment de recommandations pour donner envie et donner des idées aux entreprises qui veulent mettre en place une organisation pour favoriser l'innovation, alors que sur la partie 56001, on est vraiment sur un corpus d'exigences en vue potentiellement d'une certification. Alors pour information, ça peut peut-être vous intéresser aussi, il y a un guide qui est en cours de travail au côté français, donc qui est juste en bas à gauche, qui est vraiment le guide de mise en œuvre de l'ISO 56001 pour les petites et moyennes entreprises. Donc en général, c'est quelque chose qui explique un peu mieux ou qui facilite la compréhension des normes certifiables orientées petites et moyennes entreprises pour les aider à mettre en place quelque chose de peut-être plus adapté à leurs besoins et plus facile de compréhension. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'autres normes qui existent autour de ce sujet, sur les partenariats, sur la propriété intellectuelle, sur les choses comme ça, qui vont du coup compléter un petit peu ces différents sujets abordés dans la 56001 et 56002 pour aller plus loin sur un sujet particulier. C'est très souvent comme ça qu'on fonctionne en normalisation. On a des normes un petit peu génériques, on va dire, en tout cas globales sur le sujet, en général en 1 et 2, et puis les autres rentrent sur des sujets un petit peu plus précis pour compléter et puis creuser le sujet de manière un peu plus approfondie. Donc c'est si besoin aller sur les autres, mais l'ensemble des éléments principaux sont à retrouver dans la 56001 ou 56002 si ça vous intéresse. Ce que je peux peut-être compléter par rapport à ça, pour la CN Innov, c'est de se dire qu'on a ici tous les documents qui sont déjà sortis, mais il y a au niveau international encore des groupes de travail qui se lancent sur d'autres documents, et entre autres les écosystèmes d'innovation, les portefeuilles d'innovation, tout ce qui est mesure, tout ce qui est opération de mesure en innovation, avec des exemples potentiellement plus détaillés. Donc c'est vraiment un comité qui vit beaucoup. Il y a une soixantaine, d'après mes souvenirs, de pays qui sont représentés, et au moins autant d'experts qui participent aux réunions internationales dans les différents groupes de travail. Je redonne la main. Voilà, on a fait un petit focus du coup sur l'ISO 56002, donc c'est ce que je vous disais, donc une norme de recommandation qui vous apporte les bonnes pratiques autour du management de l'innovation. Je disais depuis 2019, elle est en cours de révision aujourd'hui, et elle aide donc les entreprises à mettre en place une organisation visant l'innovation de manière pérenne, durable et efficace. Et donc la 56001 qui est sortie l'année dernière, certifiable, assez récente, et là vraiment pour assurer un niveau minimum et puis potentiellement être reconnu du coup via la certification, pareil pour avoir une capacité d'innovation pérenne, durable et efficace. Ce que je voulais rajouter, on en reparlera un petit peu à la fin, c'est que tout le monde peut participer à la normalisation, hein, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, le sujet de l'innovation en tant que développement des sujets normatifs. Nous, on accueille tout le monde dans les commissions de normalisation. Alors, je le dis rapidement, c'est gratuit pour les petites et moyennes entreprises et bien sûr plus petits en termes de financement, et c'est payant pour les grandes entreprises. Évidemment, par contre, ça demande un temps d'investissement non négligeable pour travailler sur les différents sujets, participer aux réunions et travailler avec les autres experts sur le domaine. Voilà, et du coup, on va parler un petit peu plus en profondeur de la 56001, voir un petit peu comment est-ce qu'elle est construite et les différentes étapes. Et je laisse la parole à Antoine. Merci Christophe. Déjà, il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est de se dire de quoi parle-t-on. Et ça, c'est aussi un des gros avantages des normes, c'est que on a toute une partie définition de vocabulaire. C'est-à-dire que si on n'a pas la même définition de l'innovation, par exemple, il va être difficile de communiquer et difficile d'aller mettre en place des systèmes de management qui vont favoriser l'innovation. Donc, alors on a quelques secondes d'avance, donc je vais tenter un petit truc, c'est de l'improvisation, on va voir ce que ça donne, hein. Je vais vous demander dans la conversation de mettre quelques mots-clés sur qu'est-ce que l'innovation. On se donne une petite minute pour ça.
Et allez-y dans le chat, mettez-moi quelques mots-clés sur, pour vous, l'innovation, c'est quoi? Alors, nouveauté, faire différemment, nouveaux produits ou services, R&D, créativité, résoudre une contradiction forte, solution, rupture avec l'existant, marché, océan bleu, inventer une nouvelle proposition de valeur. Allez, on en prend encore quelques-uns. Transformer la R&D en valeur, qui rencontre son marché, valeur durable, idée, création d'un besoin nouveau. Ok, allez, on continue. Design du futur et de la valeur. Alors, il y a plusieurs mots-clés, moi, qui reviennent et qui me vont très bien. C'est déjà le côté création de valeur, qui trouve son marché ou des choses comme ça. Ça, c'est une des bases, une des bases solides. Si on prend la définition telle qu'elle est dans les normes, c'est l'innovation est une entité, nouvelle ou modifiée, qui réalise ou redistribue de la valeur. Donc, si on s'intéresse d'abord vraiment à cette case innovation, entité, entité, ça veut dire que, alors ça, entité, c'est un mot qui est assez fourre-tout et c'est assez volontaire. Et c'est un mot qui a été trouvé en consensus international. C'est aussi pour dire que, voilà, ça peut être un produit, ça peut être un service, c'est les deux choses auxquelles on pense en premier, mais ça peut être aussi une innovation en termes de business model, en termes de processus, en termes de méthodologie. Et en termes RH, en termes acquisition de compétences, et ainsi de suite. C'est vraiment l'idée de se dire que l'innovation peut être sur beaucoup d'axes. Le côté nouvelle ou modifié, vous en avez parlé, il y a la notion de nouveauté, faire des choses nouvelles, mais il y a aussi cette notion de modifier, c'est-à-dire on ne se cantonne pas forcément qu'à l'innovation radicale, l'innovation de rupture, l'innovation disruptive, mais l'innovation incrémentale fait aussi partie de l'innovation et doit être prise en compte et doit être intégrée également. Et donc, sur la troisième partie, qui réalise ou redistribue de la valeur, c'est vraiment cette approche notion de valeur, de se dire que si on est uniquement dans de l'idéation, si on est uniquement dans de l'invention, du dépôt de brevet ou du produit sur étagère, eh ben on est encore en amont. On n'est pas encore dans de l'innovation. L'innovation, c'est à partir du moment où, il y en a certains qui l'ont dit, à trouver son marché, ou plutôt à trouver sa création de valeur, donc à créer de la valeur pour quelque chose ou quelqu'un. Donc, si on part sur cette approche, eh ben, l'innovation, c'est un résultat. L'innovation, c'est un résultat et c'est le résultat d'un processus opérationnel. Ce processus opérationnel, on va aller un petit peu plus vite, du coup, ce processus opérationnel, c'est ce qu'on va appeler le management de l'innovation, innovation management. C'est définir, planifier, exécuter les étapes nécessaires pour transformer l'idée en innovation. Donc, à ce niveau-là, on va le dire même de façon très basique, c'est de la gestion de projets innovants. Donc, passer d'une opportunité à une innovation. Et puis, on arrive sur cette notion qui est le système de management de l'innovation, et on va le dérouler, on va le décortiquer un petit peu dans les slides suivants. C'est de dire, c'est un certain nombre d'activités qui peuvent être mises en place dans l'organisation d'une entreprise ou d'un organisme. Ça peut être aussi pour des organismes publics, des organismes de formation et ainsi de suite. Et c'est un ensemble d'activités qui vont permettre de développer ou améliorer les capacités d'innovation. Donc, ça va être l'objectif, c'est vraiment ce côté pluriel, innovation avec un S, et de se dire que tant qu'on reste sur de la mono-innovation, un seul projet, finalement l'innovation et la gestion de projet suffisent. Mais à partir du moment où on veut développer sa capacité à innover régulièrement, et ben là, on a besoin de mettre en place un certain nombre d'autres choses, et on va les dérouler par la suite. J'ai l'impression qu'on a perdu Antoine. Oui, c'est ça. Antoine, je ne sais pas si tu nous entends, mais manifestement, nous, c'est plus le cas. Alors,
Ah, Donc, c'est- ouais, Antoine, tu nous entends? Tu peux essayer de parler là? Bien. je crois qu'il est complètement parti. On va attendre 30 secondes, voir s'il revient. Bon, sinon, tu reprends la main, Christophe? Ah, ce sera pas aussi détaillé qu'Antoine, mais je peux. Un numéro d'équilibriste, c'est toujours challengeant. C'est ça. Alors, Il est revenu. Antoine, on te voit sur la visio. Tu as ton micro coupé, manifestement. Et oui, alors, où Voilà. est-ce que vous m'avez perdu? Au J'ai début fait du des mots, c'est toujours webinaire. agréable. Non, non. Dis-moi. Non, non, sur la dernière minute, là, tu concluais sur ce slide, manifestement. Et bien donc, système de management de l'innovation. Ben, on va rentrer directement dans le détail. Bon, j'espère que vous n'allez pas me reperdre. Donc, on a une intention d'innover au départ. On a plus ou moins un cap qu'on veut tenir. Et puis, on a en sortie, on a l'innovation, qui est cette création de valeur et qui est cet élément de résultat. Au milieu, on a ce processus. Et dans ce processus, si on regarde Ah, ça va devenir compliqué là. Ouais, Antoine, j'imagine que tu as sans doute des problèmes de liaison. Ah, désolé à tous pour les problèmes techniques. Philippe, si Christophe doit reprendre la main, il faudrait que tu repartages le. Je Ah bah l'ai. oui. Voilà, oui. T'as la présentation, Bien Christophe? sûr. Bon, bah, le mieux, c'est que tu la bascules. J'imagine que Antoine essaye de se reconnecter là, mais il a toujours l'air je, d'être. Ouais, je tente le passage par une connexion 5G pour que ce soit plus simple. Et bon, pourtant, il y a une petite qui normalement marche plutôt pas mal. bon. Allez, on te fait confiance. Est-ce que je reprends le partage? Allez, on tente une dernière fois et puis sinon, je vous laisse la main, Philippe et Christophe. Ça va. Hop. Donc, avec toutes mes excuses. Donc, Innovation Management, on a Il y a un vrai souci là. sur la validation de concept, développement de solutions et déploiement de solutions. L'idée, là, on voit plein de flèches dans tous les sens. L'idée, c'est qu'on est vraiment dans une approche innovation. Donc, l'identification d'opportunités, ça c'est un poncif souvent. Ben non, on ne peut pas innover parce qu'on n'a pas d'idée. En fait, c'est simplement qu'on n'a pas mis en place cette approche de aller capter les idées parce que des idées, il y en a toujours. Ensuite, il y a une approche qui va être un petit peu circulaire, un petit peu pour rebondir entre les deux, entre la création de concept et la validation de concept. Dans la création de concept, qu'est-ce qu'on fait? On identifie nos zones d'incertitude. On a une idée, mais par contre, bah, est-ce qu'on a un marché? Est-ce qu'on a une solution technique derrière, s'il y a besoin, hein, et ainsi de suite. Donc, on identifie un certain nombre d'incertitudes qu'on a. Une incertitude, ça va être vraiment différent d'un risque, parce qu'un risque, on va pouvoir le mesurer, on va pouvoir en connaître sa probabilité et son effet, tandis qu'une incertitude, c'est quelque chose, bah, comme son nom l'indique, on ne sait pas. Et donc, on va alterner entre la création de concept et la validation de concept pour justement aller, aller apprendre, aller découvrir. La validation de concept, ça va être vraiment toute une approche, ben, soit d'interview, soit de prototypage et de présentation, et ainsi de suite. Ensuite, quand on est en fin de validation de concept, c'est qu'on commence à avoir un cahier des charges assez solide. Et donc là, on peut développer une solution et puis la déployer. L'intérêt de ces phases et de ces itérations, c'est vraiment de se dire, on va d'abord déminer, on va d'abord défricher avant de se dire qu'on part bille en tête sur le développement d'une solution, parce qu'aussi bien on peut développer quelque chose qui soit ne sert à rien, soit ne fonctionnera pas, et ainsi de suite. Et donc ça fonctionne bien, mais comme je le disais tout à l'heure, ben, il faut quand même déjà une partie de support pour supporter toute cette partie-là. Une partie de support, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir, alors le premier support auquel on pense en règle générale, c'est le financement. On a besoin d'argent. Mais ce n'est pas forcément celui qui est le plus important au départ.
le plus important, ça va être potentiellement d'avoir du temps dédié à l'innovation. C'est-à-dire que si l'innovation est de la responsabilité du directeur marketing, mais qu'à côté de ça, il a toutes les activités marketing qui lui prennent 120% de son activité, et bien forcément, l'innovation ne va pas forcément marcher correctement dans l'entreprise. Si en termes de support, on ne met pas en place également des supports, il peut y avoir une diversité assez importante dans les supports. Il y a de la communication interne, de la communication externe, tout l'aspect méthodologique aussi qui va permettre, entre autres, de supporter ces processus. Toute une partie compétences, toute une partie connaissances, et donc également toute l'approche potentiellement ressources humaines qui va permettre de développer ou d'aller chercher cette partie compétences et connaissances. Donc ça, c'est vraiment cette partie support qui va être la partie ressources pour l'ensemble du système de management de l'innovation. Si on va un peu plus loin, planification. Tant qu'on n'a qu'un seul projet, tout va bien. On peut s'en sortir simplement avec cet aspect-là. Planification, c'est quand on commence à avoir plusieurs projets, plusieurs idées. Alors, on a 350 idées en entrée, on a 4 projets qu'on peut lancer. Comment est-ce qu'on va les organiser et comment est-ce qu'on va les choisir? Et là, c'est vraiment cette approche planification qui est à la fois de la planification temporelle et à la fois de l'approche portefeuille. Et qui dit portefeuille d'innovation dans lequel on peut mettre nos idées et nos projets, mais également les objectifs du portefeuille qui vont permettre de choisir les idées, les opportunités, les concepts ou les projets qui vont être développés ou potentiellement ceux qui vont être arrêtés. Sur quoi on se base pour définir ces objectifs? Et bien ça, c'est dans un chapitre, dans toute une partie qui va être la responsabilité du leadership. La responsabilité du leadership, ça va être de mettre en place une politique d'innovation, d'avoir une intention qui est plutôt une vision globale de là où on veut aller, et puis ensuite de cette politique, la décliner en stratégie et en objectifs, qui soient des objectifs stratégiques ou objectifs opérationnels. Le leadership, pour faire ça, il a 2 options. Soit il se base au doigt mouillé, soit il se base sur quelque chose d'un peu concret. Et en fait, cette approche un peu concrète, c'est toute l'approche contexte. Et donc de se dire, c'est une approche du contexte externe, toute une approche du contexte interne, pour connaître ses forces et ses faiblesses, pour connaître les besoins et attentes, et pour connaître les grandes tendances. Ça va être aussi toute une approche partenariale, potentiellement. Et donc ça, c'est toute une approche qui est dans la partie contexte. Et puis, les 2 derniers qui nous intéressent, ça va être l'évaluation des performances et l'amélioration. Là, on s'intéresse à quelle est la performance à la fois de notre système dans son ensemble et puis à la fois à l'intérieur de chaque projet. Est-ce qu'on est au niveau de performance attendue et est-ce que la valeur qui est créée à la fin était celle qui était anticipée ou non? Et sinon, comment est-ce qu'on améliore? Et si oui, et si on a développé, si on est allé au-delà de la valeur attendue, comment est-ce qu'on peut améliorer notre système pour faire profiter à l'ensemble du système et à l'ensemble des projets d'une bonne expérience sur un des projets? Ce qui est intéressant ici, c'est que, entre parenthèses, vous avez l'ensemble des chapitres qui correspondent à la norme, et l'ensemble de ces chapitres correspondent aussi à la structure harmonisée pour l'ensemble des systèmes de management. Donc, le système de management de la qualité, l'ensemble des systèmes de management ont la même structuration. L'objectif, c'est d'avoir une interconnexion possible des différents systèmes de management dans une approche système de management intégré. Si vous avez des questions, alors je le dis maintenant, mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre au fur et à mesure dans le chat et on les traitera à la fin. Il y aura tout un moment qui sera dédié à ça. Alors, une pratique de management qui fait son chemin, et voilà, si on regarde cette approche, mettre en place tout ça peut prendre du temps. Ça ne peut pas se faire en un coup, forcément. Donc, il va y avoir plusieurs étapes qui vont être d'une approche plutôt découvrante, comprendre l'innovation, et puis ensuite pour évoluer progressivement avec la mise en place d'un système complet, langage partagé, des initiatives nombreuses et ainsi de suite. Et donc cette mise en place de système complet va permettre cette capacité d'innovation régulière. Quel est l'intérêt d'aller vers la certification? Donc, comme on l'a dit, il y a 2 normes en termes de système de management. Il y a la norme ISO 56002 qui est plutôt un guide de bonne pratique avec des recommandations, et puis la 56001 qui va plutôt être axée vers une possibilité d'être certifié. Les intérêts sont multiples. Il y a un intérêt, mais sur lequel on préfère ne pas trop appuyer. Il peut y avoir des pressions. Il peut y avoir des pressions de clients, de financeurs, et ainsi de suite.
Cette norme étant une norme jeune, à la fois, on pense que ce n'est pas forcément un bon intérêt d'aller vers la certification, parce que c'est plutôt y aller sous la contrainte, et les normes sont plutôt d'aspect volontaire. Et puis à la fois, on pense qu'il y aura pas de pression immédiate ou dans les prochains mois ou années proches par rapport à cet argument-là. Par contre, les intérêts sont vraiment sur le côté structuration des organisations et de se dire, je structure mon entreprise pour avoir cette capacité d'organisation, capacité d'innovation pérenne. Il y a cette approche communication et différenciation et gage de confiance vis-à-vis de ses partenaires. C'est vraiment de se dire, à partir du moment où on est certifié ISO 56001, on a cette communication qui est facilitée parce qu'on a un vocabulaire commun, parce qu'on a une structuration qui fait référence à un référentiel commun et international. Et donc, ça permet une communication facilitée à la fois avec ses clients et ses fournisseurs qui peuvent être potentiellement 56 000 1. Et puis, c'est un gage de confiance parce qu'à partir du moment où on est certifié, c'est sur des critères qui sont solides et qui sont partagés. Et puis, dans cette même visée, ça peut faciliter les benchmarks entre organisations, c'est-à-dire plusieurs organisations qui sont certifiées ISO 56001, et bien, il y a la possibilité de mieux comprendre l'organisation et de mieux voir quelles sont leurs forces et faiblesses. Domaine d'application, alors je vais passer assez vite, l'idée, voilà, démontrer sa capacité d'innovation, améliorer ses performances et créer de la valeur, ça bien sûr, parce que c'est finalement la création de valeur qui est l'objectif final par l'innovation. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette norme a été développée vraiment pour tous les organismes, quelle que soit leur taille, quel que soit leur type, que ce soit des entreprises de produits, de services ou tout type d'approche d'innovation utilisée. Il y a juste sur la 56001, une note qui a été ajoutée, une information qui a été ajoutée, c'est de dire, et ça c'était un des chevals de bataille de la France, on va le dire clairement, c'est de dire, il ne faut pas non plus tuer des organisations naissantes, c'est-à-dire par exemple qu'une start-up qui se lance, on parle bien de start-up qui se lance et pas de start-up qui a 5 ou 10 ans, une startup qui se lance n'a pas forcément vocation à développer sa capacité d'innovation pérenne, mais plus à développer un projet d'innovation immédiat. Et donc, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a une nécessité ou un intérêt à aller vers la certification? Pas forcément. Donc, vers un système de management intégré, j'en ai parlé. L'idée, c'est qu'on a une structuration du document de l'ISO 56001 qui reprend la même trame, le même squelette que l'ensemble des normes sur les systèmes de management. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment cette interconnexion possible vers ce système de management intégré qui va prendre à la fois le QSE et l'innovation potentielle. En conclusion, donc, les points essentiels, ça va être vraiment cette approche création de valeur. Ça va être l'approche avoir des meilleures performances. Si on rentre un petit peu aussi dans le détail, c'est la capacité, mais quand on parle de renforcement durable, ça va être, et en lien avec le dernier, ça va être le côté résilience. Résilience à la fois de son système, et puis résilience et efficience et efficacité du système. C'est-à-dire que si on met en place les choses correctement, qu'on sait où on veut aller, qu'on sait sur quoi on peut se baser en termes de support et ainsi de suite, eh ben, il y a un risque qui est bien plus limité de partir dans des innovations qu'on non seulement ne va pas maîtriser et pour lesquelles on n'aura peut-être pas la capacité de se lancer. On aura une vraie connaissance de ses capacités et une vraie connaissance de ses objectifs. Donc, de la même façon, eh ben, si on a 350 idées, en entrée, on ne va pas forcément choisir les 4 idées en jouant à pile ou face ou en le faisant au doigt mouillé, mais plutôt de se dire les idées et les projets sur lesquels on va travailler sont vraiment ceux qui nous paraissent intéressants parce qu'ils ont été réfléchis dans notre politique et dans notre stratégie d'innovation. L'autre intérêt, c'est vraiment de se dire que eh ben, on a un impact à différents niveaux de cette approche système de management de l'innovation. On a une approche sur le côté responsable innovation. Et là, on arrive sur la responsabilité de l'innovation, c'est finalement pas d'innover. C'est de mettre en place les actions qui vont permettre à tous les services d'innover et de fédérer l'entreprise et de fédérer les différentes forces vives de l'entreprise, où qu'elles soient,
autour de l'innovation. J'ai animé un atelier il y a quelques mois dans une entreprise qui avait une contrainte réglementaire qui faisait que son produit central allait disparaître du fait d'une réglementation dans les années futures. Donc là, l'innovation, elle est indispensable parce que sinon, on dit au revoir à l'entreprise. Et là, le dirigeant, à ce niveau-là, a mis en place vraiment cette ouverture sur un système et a pas convié que ses équipes R&D, que ses équipes marketing, mais bien aussi les RH, toute la partie DAF qui était également présent, et ainsi de suite, les commerciaux, une partie des commerciaux, pour réfléchir sur ce système de management de l'innovation et réfléchir sur comment est-ce que l'entreprise peut se structurer et s'organiser autour de l'innovation. On ne décrète pas l'innovation au niveau d'une entreprise, mais vraiment on investit dans ce système et on investit dans des activités qui vont permettre de produire de l'innovation de façon répétée. L'intérêt aussi pour les structures d'accompagnement, c'est de se dire que aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on est plutôt sur de l'accompagnement de projets d'innovation, mais que plus largement, on peut accompagner à la réussite d'un système et à la réussite de la mise en place d'un système au niveau des entreprises sur la capacité à réaliser de multiples projets. Pour aller plus loin, je vais redonner la parole peut-être à Christophe dans un premier temps. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, au niveau de l'AFNOR, on croit beaucoup au sujet de l'innovation. Vu que c'est un sujet qui est quand même assez nouveau, ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous former au sujet de l'innovation. Cette formation, donc sur 2 jours, donc on a des formations au catalogue qui sont prévues, je crois à Paris et à Bordeaux si je ne me trompe pas, mais il est tout à fait possible d'envisager d'ouvrir d'autres sessions, par exemple à Lyon, ou faire des sessions directement dans vos entreprises pour former 4, 5, jusqu'à 7, 8, peut-être potentiellement 10 personnes d'un coup, ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau tarif, évidemment, si vous en avez le besoin. Donc l'objectif, c'est de parler de la famille des normes ISO 56000, donc avec les définitions, l'ISO 56001 sur la partie système de management de l'innovation, et cette formation a l'avantage de proposer un serious game, dont on va parler juste après, qui facilite la compréhension de ce qu'est l'innovation, de comment ça peut se transformer en entreprise et qui donne beaucoup d'outils différents, de méthodes différentes pour mettre en place un système de management de l'innovation. Et donc, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, si on passe. Pardon, donc pour information, il y a aussi le site norminfo.afnor.org, donc qui est un site internet qui est gratuit et qui permet de faire des recherches par mots-clés pour trouver les différentes normes ou textes normatifs en lien avec certains sujets. Si jamais vous vous identifiez sur ce site, il suffit d'avoir une adresse mail, ça reste gratuit. Vous pouvez aussi faire votre veille sur la sortie des nouvelles normes. On a vu que, par exemple, le sujet de l'innovation, c'est quelque chose de récent. Donc, grâce à cet outil-là, on aurait pu trouver justement ces informations sur les nouvelles normes sur le sujet de l'innovation de manière un petit peu automatique. Ça vous envoie des mails pour vous faire des rappels sur les normes qui sortent et les révisions de normes. Et si on prend un exemple particulier, le référentiel qui est en cours de développement donc au niveau de la France pour ce guide de mise en œuvre des systèmes de management de l'innovation plutôt à destination des PME. Ce guide, il est actuellement en cours de finalisation d'écriture. Et ça, c'est un des points qui est intéressant, c'est que on a régulièrement sur les documents normatifs des enquêtes publiques pour justement poser la question au grand public de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette norme. Est-ce que vous avez des commentaires à faire dessus? Est-ce que vous avez des choses qui peut-être ont été oubliées ou des choses qui sont pas claires et ainsi de suite. Et donc, on travaille actuellement à potentiellement faire une enquête publique et qui sera accessible sur Norminfo dans les prochains mois au niveau de ce fascicule documentaire aussi. Oui, donc dans l'enquête publique, du coup, vous avez la possibilité de télécharger le document en format brouillon, mais qui est un document qui est assez proche du document final. Donc ça vous permet d'être en avance de phase sur le contenu des différents documents et bien sûr de donner votre avis si vous le souhaitez. On peut avancer. Christophe, on n'a pas
présentation particulière sur le Serious Game, c'est quelque chose qu'on pourra discuter potentiellement pendant la partie questions-réponses ou pendant la journée de l'innovation dont Philippe va vous parler juste après. Donc, les contacts, vous aurez tout manière le support. Hein. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, si vous souhaitez rejoindre la commission de normalisation sur le management de l'innovation, donc la CNInov, n'hésitez pas à contacter ma collègue Petra, qui vous tiendra informé, qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour participer au développement des sujets de l'innovation en normalisation. Donc, ça vous permettra aussi de rencontrer pas mal de personnes qui travaillent sur le sujet de l'innovation, pas mal d'experts, d'entreprises aussi, qui sont en avance de phase, on va dire, par rapport aux autres, et être au courant des dernières nouveautés. Voilà, c'est assez intéressant parce que c'est un comité qui est assez dynamique, qui regroupe à la fois des consultants comme moi, mais aussi des responsables inno de grandes entreprises. Et on a également beaucoup de membres de tout ce qui est organismes de formation, université et du monde académique. Donc, on a une variété de points de vue qui est extrêmement intéressante. Merci, merci à tous les deux pour votre intervention. On va continuer de discuter de tout ça. Ce qui se dégage de la présentation et puis de l'expérience qu'on commence un petit peu à avoir de ce système de management, c'est qu'il est en capacité, en effet, de pouvoir donner des vraies ressources dans les organisations. On le sait, je pense que tout le monde le partage. Voilà, l'organisation de l'innovation, elle est très discutable dans chacune des organisations. Elle a souvent aussi tendance à être volatile. Voilà, pendant 2 ans, on fait d'une certaine manière. Après, quelqu'un arrive et puis on fait autre chose. On le sait aussi d'expérience. On a souvent des process qui sont plutôt orientés autour de l'ingénierie, de la gestion de projet. Or, on le sait, pour faire de l'innovation, la gestion de projet, c'est pas ce qu'il faut, en particulier sur les étapes amont. Donc, probablement que ce référentiel peut aider chacun qui travaille sur l'innovation dans une organisation à essayer d'ancrer les moyens dédiés à l'innovation, faire en sorte qu'ils soient stables, faire en sorte qu'ils soient partagés. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de vertus derrière tout ça. Et puis, on l'a dit, hein, c'est l'occasion de dresser un pont entre les gens de l'innovation et les gens de la qualité qui ont souvent du mal à se comprendre. Et voilà, ce qui se dégage, c'est que dans ce référentiel ISO 56000, il y a une réelle prise en compte de la spécificité de l'innovation et en particulier sur ces processus d'agilité, de retour en arrière, de remise en cause des hypothèses, d'essais, erreurs. Voilà, et ça, c'est des choses qui ont du mal à être intégrées dans le système de management classique de l'entreprise. Et en tout cas, l'ISO 56000 permet vraiment d'aborder cette spécificité. 2 mots pour vous dire, si vous souhaitez aller plus loin, il est possible potentiellement de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Alors, pas nécessairement pour aller à la certification, et puis je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas forcément dans cette optique-là, mais en tout cas d'aller un peu plus loin et de faire un pas en avant dans vos organisations pour essayer de comprendre ce qu'est le référentiel, ce qu'il dit, comment il peut être déployé, partagé, et comment il peut servir de cadre au déploiement du management de l'innovation. On a des programmes d'accompagnement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle le programme Conseil Performance Entreprise. Et donc, sur la thématique innovation, on peut proposer aux entreprises de moins de 5000 collaborateurs un financement à hauteur de 70% par la région. Il y a 2 modules de 8 ou 12 demi-journées. Vous voyez les prix qui s'affichent, qui correspondent au reste à charge pour l'entreprise. Donc voilà, concrètement, c'est un moyen pour aller plus loin, ouvrir le capot du moteur et mettre les doigts au milieu de toute cette mécanique. Donc, on vous invite à y réfléchir et potentiellement à partager ça sur d'autres occasions. Et ce qui fait le lien avec le slide d'après, vous l'aurez compris, ce webinaire, il est organisé dans le cadre de la journée de l'innovation qui va se dérouler le 1er juillet au Médian à Saint-Quentin-Fallavier. C'est une grande journée réseau sur laquelle le cœur du réacteur, c'est la présence
de l'essentiel du réseau d'innovation présent en région. Donc, on va trouver tous les principaux acteurs, les financeurs comme la région, BPI, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, tous les acteurs autour des différentes technologies. On aura tous les pôles de compétitivité. L'idée, c'est de permettre à tout un chacun de rencontrer au travers des rendez-vous flash ces experts et de se faire une idée à peu près précise des collaborations qui sont envisageables. C'est une grande journée réseau, donc on fait en sorte que les participants se rencontrent avec du showroom. Vous pouvez exposer vos activités et ainsi rentrer plus facilement en connexion avec l'ensemble des participants. On a une grosse opération de speed meeting aussi qui permet à chacun de se rencontrer et qui n'est pas orienté uniquement sur le relationnel commercial, mais plus sur la notion de partenariat. Et puis, on a, je le dirai après, des conférences. Et ce qu'on vous propose, c'est de venir nous rencontrer, que ce soit Christophe qui sera présent pour l'AFNOR, que ce soit Antoine qui sera également présent pour poursuivre ces discussions et le cas échéant, vous aider peut-être à réfléchir plus précisément dans vos organisations ce qu'il est possible de faire avec les différents outils qu'on commence à vous dessiner. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre dispo, pas nécessairement sur l'ensemble de la journée. Ça peut être une paire d'heures en matinée, entre midi et deux, ou voilà. Nous, on sera présents et il y aura un stand effectivement dédié à l'ISO 56000. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'occasion de poursuivre la réflexion dans vos organisations et réfléchir, voilà, quel peut être l'intérêt, comment on peut essayer d'avancer, même si c'est modeste dans un premier temps, mais pas faire en sorte de simplement vous avoir permis de vous informer sur ce qu'était l'ISO 56000, potentiellement d'aller un peu plus loin. Et puis, dernier point sur le slide suivant, je parlais des conférences, effectivement, pour la journée de l'innovation. On aura la présence de Christophe Martin, qui est le directeur général de Renault Trucks. Renault Trucks qui s'est engagé dans un programme très ambitieux de décarbonation. Beaucoup de choses autour de la décarbonation, de l'économie circulaire, de l'évolution des business models du collaboratif. Donc Renault Trucks a vraiment un discours qui décoiffe et au-delà du discours, il y a des réalités qui font que ça interroge pas mal quand on voit un acteur majeur de l'industrie en région chez nous avoir ces orientations. Donc, je vous invite aussi à y assister. Et puis, on prendra du recul sur l'après-midi avec l'intervention de Mathieu Magne, qui est humoriste et qui a un spectacle en partie orienté sur l'innovation. Donc, il nous fera son spectacle qu'on prolongera d'un débat parce que, effectivement, Mathieu est ingénieur innovation et a un vrai propos sur l'innovation. Donc, encore une fois, on vous invite à vous rendre disponible le 1er juillet et on sera là pour traiter vos différentes préoccupations. Voilà. On peut garder, merci Karine, vous trouverez en lien dans le chat le lien direct sur l'inscription, le site d'inscription de la journée de l'innovation. On vous diffusera également les supports sur lesquels vous trouverez les différents liens, que ce soit la journée de l'innovation, mais également les choses qui sont proposées par l'AFNOR. On peut peut-être se garder les quelques minutes qui restent pour prendre quelques questions dans le chat. Donc, on a Yacine qui nous dit finalement, selon vous, l'innovation devrait être pilotée par la technique ou le marketing. Je suis ingénieur R&D à Mont, très biaisé sur la question. Alors, bon, je ne sais pas si nos intervenants veulent relayer ça, mais c'est toujours la question sur laquelle il y a une réponse qui est très simple. Qui est concerné par l'innovation? Tout le monde, évidemment. La question, c'est d'avoir aussi la bonne approche qui correspond au processus d'innovation. Et encore une fois, peu importe qui dirige l'innovation, ça peut être le marketing, ça peut être la R&D, ça peut être le commerce, le dirigeant en direct. L'essentiel, je pense que ce qui est important, c'est qu'on retrouve les différentes compétences de l'entreprise qui soient présentes dans ces démarches d'innovation. Antoine, Christophe, je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce point-là. Compléter, pas vraiment, mais appuyer, oui, tout à fait. La technique ou le marketing, les deux. L'innovation doit être pilotée par l'innovation et donc prendre en compte l'ensemble de l'approche système et donc doit prendre en compte le marketing, oui, bien sûr, doit prendre en compte la technique, oui, bien sûr,
Mais pas toujours. Le marketing, si c'est un produit à destination ou un service à destination d'un client, il y a besoin de le marketer. Si c'est une évolution et une innovation dans la politique de recrutement de l'entreprise, bah, le marketing va peut-être pas être sollicité. Si c'est un service qui n'a pas du tout de techno, bah, la R&D va peut-être pas être sollicité. L'intérêt, c'est de se dire sur quoi on veut aller et qui on va mobiliser, mais et surtout, n'oublions personne. Merci Antoine. On avait une question pour Christophe, formation que tu présentais, éligible au fonds Oui. formation. Donc pas éligible au CPF, parce que c'est pas une formation qui est certifiante. C'est une formation qui peut être prise en compte par des fonds de formation type opérateur de compétences, puisqu'on est certifié Calliope, mais malheureusement pas CPF, puisque pas certifiante. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous voulez poser des questions sur le chat qu'on peut relayer? Question d'Émilie. Bonjour Émilie. D'ailleurs, comment recommanderiez-vous Bonjour de Philippe. définir le périmètre d'application de la norme, seulement les équipes R&D ou toute la société? Antoine, peut-être? Ça, c'est une bonne question. On s'est posé cette question-là assez récemment en travaillant sur un cas. Alors, quand je dis on était quelques membres, mais pas au sein de la CNINOV, mais quelques membres de la CNINOV à travailler sur toute l'approche certification. Et donc, ce périmètre d'application, eh ben, c'est une très bonne question. L'idéal, c'est de considérer toute la société, parce qu'il faut prendre en compte de façon assez large. Par contre, est-ce qu'il est possible pour des sociétés de partir directement là-dessus et de se certifier directement là-dessus, ça peut être compliqué. J'aurais tendance à dire que ça va vraiment dépendre des cas. Si on prend que le service R&D, que l'équipe R&D, et exclusivement l'équipe R&D en cloisonnant au maximum, on va pas être dans l'objectif et dans l'esprit de cette approche systémique. Effectivement, Parce c'est pas qu'on va se cohérent. couper forcément des autres, ce ne sera pas cohérent. Pardon. C'est vrai qu'il faut rester cohérent dans l'approche système de management, c'est-à-dire qu'il faut prendre ensemble l'ensemble des activités qui participent à la démarche d'innovation. Et donc, on va peu ou prou toucher l'ensemble de l'entreprise. Alors, pas complètement, mais une grosse majorité quand même, puisqu'il y aura forcément des échanges avec des potentiels clients, des échanges avec des commerciaux, la réalisation qui va aussi participer à la mise en œuvre de l'innovation ou autre. Alors après, tout dépend ce qu'on appelle, ce qu'on met dans la partie innovation, mais si vous avez vraiment un système global dans votre organisation, ça va être une très grosse partie de la société. N'hésitez pas, on a encore une minute. Voilà, une nouvelle question. Est-ce qu'il y a une demande forte de consulting support de la part des entreprises pour aller vers une certification dans ce domaine? Messieurs? Alors, c'est une norme qui est assez jeune, elle est sortie en octobre. Donc, fatalement, il n'y a pas une pression forte aujourd'hui. Par contre, je suis transparent hein, au niveau de la CNINOV. On fait, et c'est l'objectif, c'est un des objectifs d'aujourd'hui, on fait un tour des régions pour communiquer sur cette norme ISO 56001. On avait organisé un événement pour l'enquête publique, donc il y a maintenant 18 mois environ. On s'aperçoit là sur les 18 derniers mois qu'il y a un intérêt croissant autour de cette approche système de management d'innovation. On a beaucoup de sociétés qui se posent des questions. On a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui se posent la question de savoir si elles sont certifiables, mais pas forcément de savoir si elles ont envie d'être certifiées. J'entends par là, et c'est légitime, c'est de se dire on va d'abord se mettre en chemin pour s'organiser. On va voir en s'organisant progressivement quel est notre delta par rapport à cette approche. Je suis certifié, j'ai mis en place les différents audits, etc., qui me permettent d'avoir le coup de tampon certifié. Mais plutôt, cette approche, avant de se dire je veux le coup de tampon, c'est de se dire comment est-ce que je me structure pour potentiellement devenir certifiable. Et après, je verrai si je vais être certifié. Et à mon sens, c'est une bonne approche parce que c'est finalement l'objectif premier des normes, c'est de mettre en place des organisations qui sont justement organisées pour accroître une capacité d'innovation pour les systèmes de management de l'innovation.
Et pour moi, de prendre la certification par il faut qu'on soit certifié avant il faut qu'on mette en place le chemin et la structure pour être certifié, peut potentiellement être dangereux parce que du coup, ça risque d'être vécu comme une contrainte et c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment d'aider à acquérir cette capacité d'innovation. Oui, clairement. Et puis, encore une fois, je pense que l'enjeu principal, au moins dans un premier temps, il n'est pas tant sur la certification, mais sur la possibilité de faire correctement de l'innovation. Et ça passe par le fait de partager ce qu'est l'innovation dans l'entreprise. Et encore une fois, je pense que tout le monde, là, au niveau de l'assistance, est conscient de ça. La vision de l'innovation diffère complètement d'un responsable à l'autre au sein d'une même organisation. Et puis, on le voit, on a vraiment cette tendance de dire, tiens, allez, pendant 2 ans, on va faire ça. Et puis, on se rend compte que c'est pas terrible, on fait autre chose. Le sujet, il n'est pas là. C'est de se dire, voilà, comment il faut faire de l'innovation et comment on peut avoir des processus qui correspondent à cette démarche d'innovation et qui dépassent voilà, les travers de vision des uns et des autres qui créent quand même pas mal de freins sur l'efficience même de l'innovation, quoi. Donc, encore une fois, je pense que l'enjeu, il est surtout orienté là-dessus. On a passé les midis. Je vous propose néanmoins qu'on prenne la dernière question. Cette norme est récente. Y a-t-il déjà des auditeurs habilités à délivrer cette certification? Bonne question. C'est en cours. C'est en cours. Il y a un certain nombre de personnes qui sont formées aujourd'hui pour de la conduite d'audit interne. Il y a, d'un point de vue certification, la certification elle-même, il y a des travaux qui sont menés par des organismes de certification, à la fois pour définir les référentiels de façon précise, et il y a un travail qui est fait à l'international pour définir le référentiel commun de certification internationale. Donc là-dessus, il y a encore du travail en cours sur cette approche-là. Donc la réponse aujourd'hui est-ce qu'une entreprise peut aujourd'hui être certifiée? J'aurais tendance à dire en France, non. À l'international, il y en a déjà, mais on ne sait pas exactement comment les audits ont été conduits. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Alors, je rebondis sur une autre question. On parle de pression sur le côté cadre dans le cadre d'une norme volontaire. Est-ce qu'il y a des chances ou risques que ça devienne un prérequis? Soyons honnêtes, à horizon 3 ans, non. Parce que d'abord, cette norme va d'abord grandir et avancer. Après, la pression, elle pourra être potentiellement plus internationale parce que on a cette approche en France de dire une norme, oulala, c'est quelque chose qui est bridant, qui est limitant, etc. Donc, il y a moins d'appétence en France pour les normes. À l'international, et nous on le voit avec les autres experts internationaux du comité TC 279 international, il y a des pays, il y a des régions, je pense à l'Amérique du Sud, je pense à d'autres régions où il y a une vraie volonté d'aller vite. Et de ce fait, la pression pourra potentiellement venir d'eux ou venir d'une pression internationale à ce niveau-là. Est-ce qu'on pousse auprès des financeurs fonds d'investissement pour qu'ils incitent leurs clients à aller dans ce sens-là? Alors, ce n'est pas notre rôle déjà de le faire. Par contre, inciter à dire il faut qu'un organisme, une entreprise soit certifiée pour avoir des crédits d'investissement innovation, je pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est pas possible en France, on ne peut pas obliger à être certifié pour des choses comme ça, notamment des financements publics. Par contre, certains financeurs pourraient envisager de demander à des entreprises de développer leur outil d'innovation, des choses comme ça, mais pas de certification dans ce sens-là. Parfait. Merci à tous. Je vous propose qu'on s'arrête là pour respecter le timing. Encore une fois, vous trouverez les documents qui vous ont été présentés, l'ensemble de nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous solliciter, téléphone, mail,
pour aller plus loin. Et encore une fois, on vous donne rendez-vous le mardi 1er juillet pour poursuivre la discussion en réel, en physique. C'est toujours bien aussi. Voilà, donc rendez-vous le 1er juillet et dans l'immédiat, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à nos intervenants, merci à Karine Merci, Philippe. pour le support technique et très bonne journée à tous et à bientôt.